Alors je vais maintenant, sans tarder, passer la parole à Jean-Pierre Lebrun, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est psychiatre et psychanalyste et qui nous accompagne aussi depuis de nombreuses années dans notre réflexion sur les questions d'éducation et de société. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, seul ou avec d'autres, dont vous trouverez un certain nombre à la librairie à livre ouvert ici au rez-de-chaussée, je signale 2 travaux qu'il a menés avec nous et qui ont donné lieu à publications qui sont toujours disponibles, soit sur notre site, soit, si vous nous écrivez, nous en avons encore des exemplaires, et qui ont fait date, je pense. L'un qui s'appelle « Diriger une école aujourd'hui et demain », particulièrement destiné aux gens qui exercent la fonction de directeur, et l'autre, comprendre ce qui fait la difficulté de l'école aujourd'hui et qui évoque un peu un certain nombre de questions qui se retrouveront sûrement dans son exposé. Voilà, dans le fil de ses réflexions antérieures et tout à fait en phase avec la nôtre, il va analyser aujourd'hui les tensions entre l'hypertrophie de l'individu contemporain et la nécessité du collectif. En tout cas, c'est comme ça que je résumerai, sans l'avoir entendu, ce qu'il va nous dire, et je lui sors la parole pour un exposé qu'il a décidé, auquel il a décidé le titre extrêmement explicite « Nous peut-il n'être que la somme des jeux ?» Bien, bonjour à tout le monde, et puis merci aux responsables du CEGEC de m'avoir encore une fois invité à participer à vos travaux. Alors, j'ai donné comme titre, on vient de vous le rappeler, « Nous peut-il n'être que la somme des jeux ?» La réponse est très simple, non. Je vais m'en tenir là, et puis je crains que les organisateurs ne soient pas tout à fait contents, donc je vais quand même essayer de vous dire pourquoi, les conséquences de cette affaire. Non, le tout n'est pas que la somme des parties, évidemment. Mais en quoi est-ce, parce que c'est une autre partie du titre, en quoi est-ce que cette affaire est un enjeu pour la démocratie? Alors, justement, si on revient à la définition bête, mais en même temps toujours juste d'une certaine façon, du dictionnaire, du Robert, la démocratie, c'est doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens. Voilà, citoyen qui revient avec toute l'ambiguïté de ce que ce mot recouvre, comme nous venons de l'entendre longuement. N'empêche que la définition ne dit pas « doit appartenir aux citoyens », elle dit « à l'ensemble des citoyens ». En plus, elle ajoute ce terme de souveraineté. Je viens d'entendre, et ça me semble tout à fait pertinent de dire que la démocratie est son père, elle n'est pas pour autant sans souveraineté. Comment donc faire la distinction? Où se passent les affaires, là? D'autant plus que, si je suis le travail que moi je trouve à cet égard pour le moment encore d'autant plus riche qu'il vient de sortir ce livre, Marcel Gauchet, qui s'appelle « Le Nouveau Monde », dont je ne peux que vous inviter, malgré sa difficulté, à lire au moins la dernière partie, parce qu'elle est lumineusement explicitant les difficultés dans lesquelles nous sommes, et vous, comme moi d'ailleurs, comme clinicien, mais vous aussi comme pratiquant, là, au journalier avec des jeunes en train de se former, d'attendre de l'école quelque chose que peut-être bien l'organisation familiale d'aujourd'hui n'est plus tout à fait à même de leur donner, en tout cas telle qu'elle est souvent pensée, telle qu'elle est pensée et telle qu'elle est modifiée aujourd'hui. Donc c'est peut-être d'autant plus intéressant. Mais si je continue à me référer à son travail, c'est évidemment bien sûr autour de ce qu'il fait remarquer depuis très longtemps, depuis le livre sur le désenchantement du monde, que le régime de la religion était un régime d'organisation sociétale. Donc on laisse tomber, on met en suspens la question de la croyance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'abord une manière vraiment de vivre collectivement. Et une manière de vivre collectivement où il y a, puisqu'il y a déjà une différence entre les hommes et les dieux, ou entre les hommes et Dieu, il y a d'emblée une légitimité au collectif. Il y a une légitimité à une souveraineté. C'est donc un régime hétéronome où la loi vient de l'autre, et à partir de cela,
non seulement chaque être est renseigné sur ce qu'il a à faire, mais ça va même plus loin que cela, puisque du coup, on peut repérer que chaque être particulier qui fait partie de cette collectivité qui se réfère, ou qui se référait, parce qu'il faut mettre désormais, je crois, tout ça au passé, qui se référait à une autorité tutélaire, sacrale, divine, etc., eh bien, chaque être existait et se définissait à partir de cette dimension, à partir de cette autorité-là à laquelle il appartenait et aussi qui lui donnait une place. Voilà les choses telles qu'elles fonctionnaient dans le monde d'hier. Et je vous avoue d'ailleurs que quand les livres sont sortis, je me suis rendu compte, parce qu'il y a un article que Marcel Gauchet a écrit par ailleurs dans la revue Le Débat qui s'intitule « Pourquoi l'avènement de la démocratie ?» Je m'étais posé la question. Au fond, voilà 4 livres qui font à peu près 3000 pages pour nous dire l'avènement de la démocratie. Autrement dit, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, alors que moi j'ai appris comme tout le monde que c'est d'ailleurs bien ancré auparavant, que 1789 n'y est pas pour rien et tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est plus que ça, ce n'est que maintenant que quelque chose commence de la démocratie. Alors, pourquoi dit-il ça, ou comment est-ce qu'on peut se référer à ça, et en quoi ça m'intéresse? C'est ça que je vais surtout vous expliquer. C'est qu'au fond, le monde d'hier dont je viens de vous parler tout à l'heure, référence à de l'autre, c'est un monde hétéronome. C'est l'autre qui vient dire ce que nous avons à faire. Voilà tout à coup qu'avec la démocratie, avec le modèle-là, nous passons à un modèle à l'envers. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. D'où d'ailleurs la définition que je vous ai donnée. Souveraineté appartient à l'ensemble du peuple. C'est nous. On ne va plus demander ce qu'on vient d'ailleurs, c'est nous. Nous décidons, nous organisons, nous allons nous organiser. C'est donc quelque chose qui met d'emblée, je vais moi me mettre d'emblée, insister sur un point là névralgique et crucial. Si c'est nous qui faisons ça, si c'est nous désormais, et je crois que c'est tout à fait juste, qui organisons le collectif, nous mettons en place des règles collectives, nous mettons en place une loi qui va servir pour tous. Mais à partir du moment où cette loi est mise en place, et que, ça se pourrait, elle vienne justement contredire ce que moi, personnellement, à titre individuel, je veux, je souhaite, et auquel, en quelque sorte, j'ai eu droit de dire ce que j'avais à dire, et même d'organiser ce qui allait nous organiser, comment est-ce que je vais faire pour encore supporter cette loi-là au-dessus de moi que j'ai moi-même mise, mais qui du coup vient reprendre exactement la même place, en tout cas apparemment, que celle que justement dont j'ai voulu me libérer, à savoir cet autre sur lequel je n'avais aucune mainmise et aucune maîtrise, qui était l'autre divin d'hier. Donc comment distinguer le moment où nous nous constituons, nous, et où nous constituons cette loi qui nous dépasse, de ce qu'à ce moment-là, au moment où elle se constitue en altérité par rapport à nous-mêmes, comment ne pas la confondre, ou comment ne pas en même temps la rejeter, puisque c'est précisément ce modèle-là, où c'est l'altérité qui nous décide, que nous avons, dont nous nous sommes libérés. Ça a l'air un petit point de rien du tout. Je pense que c'est un point crucial et sur lequel je vais revenir tout à l'heure pour vous indiquer que c'est vraiment ce point sur lequel nul d'entre nous ne peut échapper à assumer la contradiction. Parce que c'est une contradiction. Vous n'aurez pas de solution à cette affaire. Vous n'arriverez pas à justifier entièrement que c'est d'un côté ou de l'autre. Il y aura toujours là un lieu de contradiction extrêmement vif, mais dont on aurait aujourd'hui tendance à oublier, voire à méconnaître, voire même à occulter, qu'il est toujours bel et bien là. Je vous laisse sur ce point crucial, j'y reviendrai comme je viens de vous le dire, mais je vais vous dire pourquoi cette question m'intéresse. Au fond, on peut le dire très bêtement, et juste titre, la démocratie est sans père. M. Pitzès vient de le rappeler très simplement. Très bien. Mais l'enfant est-il lui sans père?
comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, il faut qu'il y ait un trajet qui se passe au moins dans sa tête pour qu'il puisse arriver à soutenir de fonctionner sans père. Mais au départ de la vie, ce n'est pas comme ça qu'il est. Il est bel et bien là, encore que c'est à voir aujourd'hui. Mais laissons au moins la question pour montrer que ce n'est pas si simple de déclarer la démocratie est sans père, puisqu'elle est à la fois avec souveraineté toujours présente, et en même temps, il va avoir fallu préparer dans l'esprit d'un chacun de ceux qui viennent à l'école où on va préparer à la démocratie la possibilité de laisser sa place à cette altérité qui en général était hier portée par le père, et aujourd'hui d'ailleurs elle ne l'est souvent plus. Comment est-ce qu'on va faire? Je vous laisse là aussi donc sur ma propre difficulté d'ailleurs, qui est clinique, qui est tout bêtement clinique. C'est que l'être humain, d'ailleurs je trouve que ça donne raison à ceux qui disent « finalement, vous savez, il n'y a rien qui change ». Ils n'ont pas tort. L'être humain n'a absolument pas changé. Il est toujours obligé de vivre en parlant. C'est un trait constitutif de notre espèce et ça a une série de conséquences. S'il vit en parlant, il doit se soumettre non pas à une autorité quelconque, mais il doit se soumettre à ce qu'exige la parole. Et figurez-vous que la parole, c'est très exigeant, mine de rien. Parce que pour pouvoir parler, vous devez avoir renoncé à l'immédiateté, vous devez avoir renoncé à penser pouvoir tout dire. Enfin, je ne vais pas vous développer ça, mais c'est assez... Il y a des règles, il y a des lois, il y a des exigences à cet usage d'un fonctionnement symbolique qui est très particulier à notre espèce humaine.